On dit que la vieillesse est un privilège. On ne mentionne jamais que c'est aussi un test. Celui de qui l'on pensait être, celui de qui reste, celui de ce que l'amour signifie réellement quand les jolis mots s'effacent. Je suis assise dans ma petite cuisine maintenant, la vapeur s'échappant de mon café du matin, et le silence ici est différent. Il est à moi. Il me choisit à nouveau. Mais arriver ici, mon Dieu, arriver ici m'a presque brisé en deux. Bonjour, belle âme. Avant de commencer ce voyage ensemble, je veux que tu saches quelque chose. Ta présence ici compte pour moi. Abonne-toi et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu m'écoutes. Il y a quelque chose de magique à savoir que nous sommes connectés au-delà des distances, à partager ces vérités tranquilles. Maintenant, installe-toi. Ce que je vais te dire n'est pas joli, mais c'est réel, et c'est peut-être ce dont nous avons besoin. Je m'appelle Cora. J'ai 70 ans et j'ai cru en l'amour comme d'autres croient en Dieu, complètement, sans poser de questions, avec le genre de foi qui te rend stupide. J'ai grandi pauvre dans une petite ville où tout le monde connaissait votre métier avant vous. Ma mère faisait le ménage. Mon père réparait ce que les autres cassaient. Nous n'avions rien, mais nous étions ensemble, et à l'époque, c'était tout. Le dimanche, on s'asseyait sur le porche à écosser des petits pois, la voix douce de ma mère racontant des histoires sur sa propre enfance, sur la résilience, sur la façon dont l'amour se multiplie quand on le partage. Cora, disait-elle, ses mains burinées ne cessant jamais de travailler, tu élèveras tes enfants avec amour, et ils prendront soin de toi quand tu seras vieille. C'est comme ça que ça marche. C'est la promesse. Je la croyais. Que Dieu me vienne en aide, je la croyais complètement. À 22 ans, j'ai rencontré Henri dans une salle de bal. Il était timide, avec des mains calleuses et des yeux qui me voyaient vraiment d'une manière qui me donnait l'impression d'être quelqu'un qui valait la peine d'être vu. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard dans le jardin de ma mère, portant sa robe de mariée ramassée à la taille, la bague de son père à mon doigt. Nous étions pauvres, mais heureux. Ou peut-être étions-nous heureux parce que nous étions pauvres, parce que nous devions compter les uns sur les autres pour tout. Le divertissement, c'était une promenade jusqu'à la rivière. Le luxe, c'était partager une barre chocolatée. Le réconfort, c'était son bras autour de moi sur le canapé d'occasion, ma tête sur son épaule tandis que la radio jouait doucement. Quand les enfants sont arrivés, Pierre, puis Marie, puis Jules, notre petite maison s'est étendue pour les accueillir. Henri a fait des doubles journées à l'usine. Je me suis mise à la couture, mes doigts bougeant à la lumière de la lampe bien après que les enfants se soient endormis. Nous nous sommes privés de tout pour qu'ils puissent avoir. Nous avons fait des sacrifices pour qu'ils puissent s'épanouir. Et ils ont prospéré. Pierre, sérieux et studieux, toujours un livre à la main. Marie, brillante et ambitieuse, la première de la famille à aller à l'université. Jules, le bébé, créatif et doux, qui a peint des tableaux de notre famille que je garde encore dans mon tiroir. Je me souviens du jour de la remise des diplômes de Marie. Elle a traversé l'estrade avec sa toge et son chapeau, et j'ai pleuré si fort qu'Henri a dû me donner son mouchoir. On l'a fait, m'a-t-il murmuré à l'oreille. On leur a donné quelque chose de mieux. C'était le rêve, non? Leur donner quelque chose de mieux. Briser le cycle des difficultés, les aider à s'envoler. Mais voilà ce que personne ne vous dit sur l'aide aux autres. Parfois, ils volent si haut qu'ils oublient d'où ils viennent. Parfois, ils baissent les yeux et vous voient comme un petit être. Henri est mort quand j'avais 63 ans. Le cancer l'a emporté lentement, cruellement, morceau par morceau, jusqu'à ce que l'homme que j'aimais ne soit plus qu'une ombre dans un lit d'hôpital. Je lui ai tenu la main lorsqu'il s'est éteint, et ses derniers mots ont été « Les enfants prendront soin de toi maintenant ». Même mourant, il a cru en cette promesse. Après les funérailles, après que les plats mijotés ont cessé d'arriver et que les cartes de condoléances ont été rangées, je me suis retrouvée seule dans la maison où nous avions élevé notre famille. Le silence était alors différent, non pas choisi, mais imposé. Les murs semblaient résonner du souvenir des rires des enfants, de la voix d'Henri m'appelant de la cuisine, de la vie que nous avions construite ensemble. Marie était partie à Paris pour sa carrière. Elle appelait tous les dimanches, mais les appels se faisaient de plus en plus rares. « Je suis tellement occupée, maman, » disait-elle. « Tu comprends ?» Jules vivait à Marseille avec sa compagne, peignant et donnant des cours d'art aux enfants. Il m'envoyait des cartes postales avec de belles photos,
mais les visites étaient rares. Voyager coûte cher, maman, expliquait-il. Peut-être le mois prochain. Et Pierre, mon Pierre sérieux et studieux, habitait à 2 heures de chez moi avec sa femme, Sophie, et leurs 2 enfants. C'était un homme d'affaires prospère, qui avait réussi. C'était mon aîné, mon homme stable, celui qui avait toujours pris soin de ses cadets. Il était censé prendre soin de moi. Pendant 3 ans, j'ai vécu seul, me débrouillant avec la petite retraite d'Henri et l'argent de la vente de la machine à coudre que je ne pouvais plus utiliser correctement, car ma vue ne me permettait plus de bien voir. Je me disais que j'étais indépendante, que je me débrouillais très bien. Mais la vérité, c'est que je disparaissais peu à peu. Le facteur cessa de bavarder. Les voisins rajeunissaient et devenaient plus occupés. Mon monde se rétrécissait de plus en plus, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que moi, la maison et les souvenirs qui occupaient chaque recoin. Puis Pierre appela. « Maman, dit-il d'une voix prudente, entraînée. Sophie et moi avons discuté. On pense qu'il est temps, on veut que tu viennes vivre avec nous. Les enfants ont besoin de leur grand-mère, et nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. » Ces mots. Mon Dieu, ces mots ont allumé en moi quelque chose que je croyais mort avec Henri. On avait besoin de moi. On me voulait. J'allais faire à nouveau partie d'une famille. J'ai emballé mes rares affaires, les mains tremblantes. J'ai donné la plupart de mes meubles, ne gardant que les photos et les pulls d'Henri qui sentaient encore légèrement son odeur. J'ai regardé une dernière fois la maison vide, les traces de frottement sur les murs où les enfants avaient joué, la fenêtre de la cuisine où je les avais vus grandir. Je rentre à la maison, murmurai-je dans le silence. Je rentre enfin à la maison. Mais lorsque Pierre vint me chercher ce matin froid de mars, lorsqu'il chargea mes 2 valises dans sa voiture et que nous traversâmes la campagne vers ce que je croyais être mon salut, j'ignorais que je me dirigeais vers mon propre enterrement. J'ignorais que le besoin et le désir étaient 2 choses totalement différentes. J'ignorais que l'amour, le véritable amour, celui que ma mère m'avait promis, celui qu'Henri et moi avions construit ensemble, j'ignorais à quel point il était rare. J'ignorais que la famille pouvait être l'endroit le plus solitaire au monde. La maison de Pierre se trouvait dans une rue calme, bordée de haies parfaitement taillées et de boîtes aux lettres assorties. Elle était magnifique, 2 étages, un jardin bien entretenu, le genre de maison où j'avais rêvé que mes enfants vivraient un jour. C'est ça le succès, pensais-je en nous engageant dans l'allée. C'est ce que tous nos sacrifices ont construit. Sophie nous accueillit à la porte, son sourire éclatant et bref. Elle était élégante, comme les Françaises le savent, une coiffure impeccable, des vêtements parfaitement ajustés, un maquillage qui semblait naturel, mais qui ne l'était pas. Elle m'embrassa sur les joues en guise de salutation, son parfum piquant et floral. « Bienvenue, belle maman, dit-elle, mais son regard se posait déjà sur les valises. « Pierre va vous montrer votre chambre. » Ma chambre était petite, propre, fonctionnelle. Un lit simple, une armoire étroite, un bureau près de la fenêtre qui donnait sur la clôture du voisin. C'était la chambre de Jules quand il était jeune, mais toute trace de lui avait disparu maintenant. Les murs étaient nus, peints en beige neutre. On se serait cru dans une chambre d'hôtel, pas chez soi. C'est parfait, mentis-je, parce que j'étais reconnaissante. Parce que j'étais désirée. Parce que j'étais nécessaire. Les premières semaines furent une période d'adaptation. Pierre et Sophie travaillaient tous les deux, lui à son bureau, elle à la boutique qu'elle tenait en ville. Les enfants, Luc et Emma, avaient 8 et 6 ans, brillants et énergiques comme leur père l'avait été à cet âge. Ils allaient à l'école, rentraient déjeuner, jouaient dans le jardin jusqu'au dîner. Et moi, je me faufilais dans les espaces qu'ils laissaient vides. Je me levais avant tout le monde, préparais le café, le petit déjeuner. Je préparais les déjeuners des enfants, les accompagnais à l'école, les récupérais l'après-midi. J'aidais aux devoirs, préparais le dîner, rangeais après. Je faisais le linge, le pliais, le rangeais. Je passais l'aspirateur, dépoussiérais, rangeais. Je me rendais utile. Je me rendais indispensable. Mais utile et aimer sont 2 choses bien distinctes. Au dîner, ils parlaient autour de moi. Pierre parlait de son travail, Sophie partageait les potins de la boutique, les enfants papotaient de l'école. J'écoutais, souriais, servais, débarrassais. J'existais en marge de leur conversation, invisible à moins qu'ils n'aient besoin de quelque chose.
Grand-mère, tu peux me passer le sel. Grand-mère, mon uniforme a besoin d'être lavé. Grand-mère, Emma a besoin d'aide pour ses devoirs de maths. Grand-mère. Pas Cora. Même pas maman. Juste ma fonction, mon rôle, mon utilité. Je me disais que c'était suffisant. Je me disais que j'étais heureuse. J'avais un toit, de quoi manger, une famille autour de moi. Que pouvait bien vouloir de plus une vieille femme? Mais tard le soir, allongée dans mon lit étroit, les yeux rivés au plafond, je sentais quelque chose se flétrir en moi. C'était subtil au début, une petite tristesse, une douleur sourde. Mais cela grandissait, jour après jour, repas après repas, lessive après lessive. Je disparaissais à nouveau. Mais cette fois, je disparaissais entouré de gens censés m'aimer. Les enfants étaient adorables, mais c'étaient des enfants. Ils tenaient ma présence pour acquise, comme les enfants tiennent l'air pour acquis. Nécessaire, mais pas particulièrement remarquable. J'étais juste grand-mère, la femme qui allait les chercher à l'école, qui les aidait à faire leurs devoirs, qui leur préparait leurs biscuits préférés. Sophie était polie, toujours polie, mais il y avait une distance dans sa politesse qui semblait intentionnelle. Elle me remerciait de faire la lessive, de préparer les repas, de surveiller les enfants, mais ces remerciements ressemblaient à des paiements, une reconnaissance des services rendus, pas de gratitude pour l'amour donné. Et Pierre? Pierre était occupé. Toujours occupé. Il partait tôt, rentrait tard, passait ses week-ends à rattraper son retard au travail ou à faire l'entretien de la maison. Quand il me regardait, je voyais de l'amour là-dedans, l'amour distant et dévoué d'un fils qui coche des cases. Loger sa mère vieillissante, cocher. S'assurer qu'elle était nourrie et en sécurité, cocher. Être un bon fils, cocher. Mais quand m'avait-il vraiment vu pour la dernière fois? Quand m'avait-il demandé pour la dernière fois comment je me sentais, à quoi je pensais, à quoi je rêvais dans mon lit étroit? J'ai commencé à faire de longues promenades dans le quartier, juste pour avoir un endroit où aller où je n'étais pas grand-mère, où je ne sois pas utile, où je pourrais juste être Cora pendant un petit moment. Je passais devant les autres maisons, apercevais d'autres familles à travers les fenêtres, me demandant si elles se voyaient plus clairement que la mienne ne me voyait. Il y avait un petit parc à quelques pâtés de maison avec un banc sous un vieux chêne. Je m'asseyais là l'après-midi, à regarder les mères pousser leurs enfants sur la balançoire, les adolescents se retrouver après l'école, la vie se déroulait autour de moi. Parfois, j'apportais un livre, mais la plupart du temps, je restais assise, essayant de me rappeler qui j'étais avant de devenir la mère de quelqu'un, l'épouse de quelqu'un, la vieille dame utile de quelqu'un. J'avais 70 ans et je disparaissais à la vue de tous. Les mois passaient. Les saisons changeaient. Je m'installais dans ma routine, ma vie utile, mon invisibilité minutieuse. Noël arriva et passa, une fête polie et organisée où j'aidais à cuisiner et à faire le ménage et reçus une écharpe et de la crème pour les mains en cadeau. Mon anniversaire passa avec un gâteau du commerce et une carte signée par tous les 4 de l'écriture soignée de Sophie. Je me disais que c'était suffisant. Je me disais que j'étais reconnaissante. Je me disais que c'était à ça que ressemblait la vieillesse, le service, l'utilité, la lente disparition de la vie des autres. Mais au fond de moi, quelque chose hurlait. C'était un mardi soir de juin où tout a changé. Les enfants étaient au lit, Pierre regardait la télévision, Sophie travaillait à la table de la cuisine. J'étais dans ma chambre, en train de lire, quand j'ai entendu mon nom prononcé en bas. Je n'aurais pas dû écouter. Je le sais. Mais quand on est invisible, quand on est constamment présent mais rarement reconnu, on développe un besoin irrépressible de toute mention de soi, de toute preuve de son existence dans l'esprit des autres. Je me suis glissé en haut des escaliers, mes pieds nus silencieux sur le tapis. On ne peut pas continuer comme ça indéfiniment, disait Sophie d'une voix basse mais claire. Elle a 70 ans, Pierre. Elle ne va pas rajeunir ni devenir plus facile. Que veux-tu que je fasse? La voix de Pierre était fatiguée, frustrée. C'est ma mère. Elle n'a nulle part où aller. Elle pourrait aller dans un foyer. Un joli foyer. Il y a de jolis endroits en dehors de la ville. Sophie, non. Je ne peux pas lui faire ça. Après tout ce qu'elle a sacrifié pour nous. Et ce que nous sacrifions? La voix de Sophie était sèche maintenant. Et ce que les enfants sacrifient? Ils ne peuvent pas recevoir d'amis parce que grand-mère est toujours là.
Ils ne peuvent pas être bruyants ou désordonnés parce qu'il faut penser à elles. Et nous, et quand avons-nous eu un week-end pour la dernière fois? Quand avons-nous pu être une famille sans avoir à la gérer? La gérer. Me gérer. Elle aide avec les enfants, dit Pierre d'une voix faible. Elle cuisine, elle fait le ménage. Elle les surveille, Pierre. Elle ne les élève pas. Ce sont nos enfants, pas les siens. Et oui, elle cuisine, mais je dois ranger après elle parce qu'elle ne le fait pas comme je l'aime. Elle fait la lessive, mais elle rétrécit les vêtements ou mélange les couleurs avec du blanc. Elle essaie d'aider, mais la moitié du temps, je dois refaire ce qu'elle a fait. Elle fait de son mieux. Je sais qu'elle l'est. Et je me sens mal à ce sujet, vraiment. Mais Pierre, je suis fatigué. Je suis fatigué d'être poli tout le temps, de devoir tenir compte de ses sentiments, de devoir l'inclure dans tout. Je veux retrouver ma maison. Je veux retrouver ma vie. Il y eut un long silence. Je m'agrippai à la rampe, les jointures blanches, le cœur battant la chamade. « Qu'est-ce que tu dis » demanda finalement Pierre. Je dis qu'il faut réfléchir à d'autres options. Il existe de très belles résidences-services. Elle aurait son espace, des activités avec des personnes de son âge, des soins adaptés. Elle serait probablement plus heureuse. Tu penses qu'elle serait plus heureuse loin de sa famille? Je pense qu'elle serait plus heureuse dans un endroit où elle a sa place. Un endroit où elle n'est pas juste tolérée. Tolérée. Ce mot m'a frappé comme un coup de poing. J'ai porté la main à ma bouche pour ne pas crier, mais je n'ai pas pu retenir les larmes qui ont commencé à couler sur mon visage. Toléré. Pas aimé. Pas désiré. Pas nécessaire. Toléré. J'ai reculé dans l'escalier, les jambes tremblantes, et j'ai réussi à atteindre ma chambre. J'ai fermé la porte aussi doucement que possible et je me suis assise au bord de mon lit étroit, tout tremblante. Elle ne va pas rajeunir ni être plus facile. Je veux retrouver ma maison. Je veux retrouver ma vie. Un endroit où elle n'est pas juste tolérée. Les mots résonnaient dans mon esprit, chacun une petite mort. J'ai regardé autour de moi dans ma chambre beige, mes quelques affaires soigneusement rangées, la vie que j'avais essayé de construire ici. Tout était un mensonge. Tout. Je n'étais pas nécessaire. Je n'étais pas désiré. J'étais un fardeau qu'il gérait, un problème qu'il résolvait, une vieille femme qu'il tolérait par devoir. J'ai pensé à ma mère, à sa promesse. On élève ses enfants avec amour, et ils prendront soin de toi quand tu seras vieux. Mais et si prendre soin de toi signifiait simplement te nourrir et te loger? Et si l'amour, le véritable amour, se perdait en chemin? J'ai pensé à Henri, à ses derniers mots. Les enfants prendront soin de toi maintenant. Mais il avait parlé d'amour, n'est-ce pas? Il avait parlé d'appartenance, d'acceptation, de la continuation de la famille que nous avions construite ensemble. Il n'avait pas parlé de tolérance. Je suis restée assise là pendant des heures, les yeux rivés sur le mur, sentant quelque chose de fondamental changer en moi. La part de moi qui avait été reconnaissante, qui avait accepté les miettes et les avait appelées un festin, qui avait tellement désespérément besoin d'appartenir que je m'étais rendue invisible, cette part de moi était en train de mourir. Et peut-être, juste peut-être, c'était une bonne chose. Parce que sous toute cette gratitude, toute cette volonté de disparaître, il y avait encore autre chose. Quelque chose qui avait été enterré mais pas détruit. Quelque chose qui se souvenait de qui j'étais avant de devenir la vieille dame utile de quelqu'un. Il y avait toujours Cora. Et Cora méritait mieux que la tolérance. Cora méritait l'amour. Le véritable amour. Celui qui vous voit, qui vous célèbre, qui vous fait de la place non pas parce que vous êtes utile mais parce que vous êtes vous. Et si je ne trouvais pas cet amour ici, dans cette maison où j'avais tant essayé d'appartenir, alors peut-être était-il temps d'aller le chercher ailleurs. Peut-être était-il temps d'arrêter de me rabaisser. Peut-être était-il temps de partir. Je suis parti un jeudi matin alors qu'ils étaient tous partis. Pierre au travail, Sophie à la boutique, les enfants à l'école. Je me déplaçais comme un fantôme dans la maison, préparant mes 2 valises avec le même soin que je les avais défait 8 mois plus tôt. Mais cette fois, je n'espérais pas. Cette fois, je choisissais. J'ai laissé un mot sur la table de la cuisine, mon écriture soignée et ferme. Chers Pierre et Sophie, merci de m'avoir ouvert votre maison. Je sais que vous aviez de bonnes intentions,
et je suis reconnaissante pour le toit au-dessus de ma tête et les repas que nous avons partagés. Mais j'ai réalisé quelque chose d'important, je ne veux pas être tolérée. Je veux être aimée. Et comme je ne trouve pas cet amour ici, je vais le chercher ailleurs. Je retourne dans ma ville natale. J'ai un peu d'argent de côté, et je pense pouvoir y faire ma vie. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis plus forte que vous ne le pensez. Donnez mon amour aux enfants. Dites-leur que grand-mère se souviendra toujours d'eux. Cora, j'ai appelé un taxi et j'ai attendu près de la porte avec mes valises, le cœur battant la chamade mais les mains fermes. Quand la voiture s'est arrêtée, je n'ai pas regardé en arrière vers la maison. Je ne pouvais pas. Si je regardais en arrière, je risquais de perdre mon sang-froid, de me convaincre que la tolérance valait mieux que la solitude. Mais j'étais déjà seule. J'avais été seule pendant des mois dans cette maison pleine de gens qui ne pouvaient pas me voir. Au moins, maintenant, je serai seule à ma façon. Le trajet en train pour retourner à ma ville natale a duré 3 heures. Je me suis assis près de la fenêtre, regardant le paysage défiler, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la liberté. Une liberté terrifiante, exaltante, complètement incertaine. J'avais assez d'argent pour un petit appartement, peut-être 6 mois de vie modeste. Après ça, après ça, je trouverai une solution. J'avais 70 ans, mais je n'étais pas encore mort. J'avais des mains qui pouvaient travailler, un esprit qui pouvait penser, un cœur qui pouvait aimer. Il me fallait juste me rappeler comment m'aimer. La ville avait changé depuis mon départ. De nouvelles boutiques, de nouveaux visages, de nouveaux bâtiments là où il y en avait d'anciens. Mais les fondations étaient les mêmes, la rue principale, l'église, la rivière où Henri et moi avions l'habitude de nous promener. J'avais l'impression de rentrer chez moi et de visiter un pays étranger en même temps. J'ai trouvé un petit appartement au-dessus d'une boulangerie, dans une rue calme. Une seule pièce, une minuscule cuisine, une salle de bain avec une fenêtre donnant sur un jardin intérieur. Cela ne ressemblait en rien à la belle maison de pierre, mais c'était la mienne. Complètement, totalement à moi. Le premier soir, je me suis assise par terre à manger du pain et du fromage, ma voix résonnant dans l'espace vide. « Bonjour, Cora » ai-je dit à voix haute. « Enchantée de te revoir. » C'était le cas. Les jours qui ont suivi ont été plus durs que prévu. Non pas que je regrettais d'être partie, mais parce que je devais apprendre à être seule sans être seule. Je devais me rappeler qui j'étais quand je n'étais pas utile à quelqu'un d'autre. J'ai commencé petit. J'ai acheté une plante pour la fenêtre, un simple géranium qui nécessitait un arrosage quotidien. Chaque matin, je me rendais au marché, réapprenant le plaisir de choisir quoi manger, quoi acheter, quoi ramener chez moi. Je trouvais un banc au bord de la rivière où je pouvais m'asseoir et regarder l'eau couler. J'apportais des livres, de vieux livres préférés que j'avais aimés avant de devenir la mère, l'épouse, la vieille dame utile. Je lisais de la poésie, des romans, des mémoires de femmes qui avaient vécu pleinement et librement. Lentement, prudemment, j'ai commencé à me souvenir de Cora. C'est Marie-Claire qui m'a sauvée du pire de la solitude. Elle avait été mon amie d'école, une femme brillante et courageuse qui ne s'était jamais mariée, qui avait dirigé sa propre entreprise et parcouru le monde. Elle était plus âgée maintenant, comme moi, mais ses yeux gardaient toujours cette étincelle dont je me souvenais. « Cora Durand » dit-elle en me voyant au marché un matin. « Comme je vis et respire. Que fais-tu ici ?» Je lui racontai tout. À propos de la mort d'Henri, de la vie avec Pierre et Sophie, de la conversation que j'avais surprise, de mon évasion tranquille. Elle écoutait sans juger, ses mains burinées tenant les miennes par-dessus la table du café. « Tant mieux pour toi, » dit-elle finalement. « Il faut du courage pour se choisir. » J'ai peur, avouai-je. Je ne sais pas ce que je fais. Personne ne le sait, chérie. C'est ce qui rend l'aventure si particulière. Marie-Claire est devenue mon point d'ancrage durant ces premières semaines. Elle passait à mon appartement avec des courses, m'invitait à dîner, me présentait à d'autres femmes de la ville. Petit à petit, j'ai commencé à construire une vie. Mais c'est le jardin qui m'a vraiment sauvée. La cour derrière mon immeuble était négligée depuis des années, envahie par les mauvaises herbes et jonchée de débris. Les autres locataires l'ignoraient, mais j'y ai vu des possibilités. J'ai vu la vie qui attendait d'être nourrie. J'ai commencé petit à petit,
défricher un coin, planter quelques herbes aromatiques, les arroser chaque matin. Mais le jardinage, j'ai découvert, était comme une prière. Il fallait de la patience, de la foi, la volonté de s'occuper de quelque chose sans savoir exactement ce qui pousserait. Et les choses ont poussé. Basilic et thym, tomates et concombres, des fleurs qui s'épanouissaient dans des couleurs dont j'avais oublié l'existence. Mes mains, si concentrées au service des autres, se souvenaient comment créer, comment nourrir, comment créer de la beauté. Les voisins ont commencé à le remarquer. La femme du rez-de-chaussée m'a apporté du café un matin, complimentant les fleurs. Le vieil homme de l'autre côté de la cour m'a demandé conseil pour ses propres plantes en difficulté. Les enfants qui jouaient dans l'allée s'arrêtaient pour me regarder travailler, le visage brillant de curiosité. Je redevenais visible. Non pas comme une vieille femme utile, mais comme moi-même. Comme Cora, qui savait comment faire pousser les choses. C'est Marie-Claire qui a suggéré les vidéos de cuisine. Vous faites des plats merveilleux, m'a-t-elle dit un soir alors que nous partagions un dîner dans mon appartement. Vous devriez les partager avec le monde. Qui voudrait regarder une vieille femme cuisiner? Tu serais surpris. Il y a quelque chose de magique à regarder quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui cuisine avec amour au lieu de se contenter de suivre des recettes. Elle m'a aidé à installer une simple caméra, m'a montré comment utiliser l'ordinateur que j'avais acheté d'occasion, comment mettre des vidéos sur un truc appelé YouTube. Au début, je me sentais bête de parler à une machine, d'essayer d'expliquer comment préparer les plats simples que je cuisinais depuis 50 ans. Mais quelque chose de merveilleux s'est produit quand j'ai commencé à cuisiner pour la caméra. Je ne faisais pas de la comédie. Je n'essayais pas d'être utile, efficace ou invisible. Je partageais juste le plaisir d'une tomate parfaitement mûre, la satisfaction de pétrir du pain, la chaleur qui envahit une cuisine quand on cuisine avec amour. Bonjour, mes amis, disais-je à la caméra, ma voix de plus en plus assurée à chaque vidéo. Je suis Cora, et aujourd'hui, nous préparons la ratatouille de ma grand-mère. Non pas parce qu'elle est raffinée, mais parce qu'elle est pleine d'amour. La première vidéo a été vue 12 fois. La seconde, 37. Le troisième en a eu 200. Après avoir posté une douzaine de vidéos, j'avais 1 millier d'abonnés. Les gens commentaient, partageaient leurs histoires, demandaient des recettes. Mais il ne s'agissait pas seulement de cuisiner. Il s'agissait de connexion. Ces inconnus sur Internet m'ont vu. Ils ont vu Cora, pas seulement la mère, la grand-mère ou une vieille dame utile. Ils ont vu une femme qui aimait cuisiner, qui trouvait de la joie dans les choses simples, qui avait des histoires à raconter. Grand-mère Cora, ont-ils commencé à m'appeler. Mais cette fois, le titre semblait différent. Non pas dévalorisant, mais honorant. Non pas une réduction à ma fonction, mais une reconnaissance de ma valeur. Un commentaire m'a fait pleurer. J'ai perdu ma grand-mère l'année dernière, et vos vidéos me rappellent sa cuisine. Merci de partager votre amour avec nous. Vous contribuez à la paix du monde. Un autre, je suis une jeune maman qui lutte pour nourrir ma famille avec un budget serré. Vos recettes simples nous ont sauvés. Mais plus que ça, vous regarder cuisiner me rappelle que préparer à manger, c'est faire l'amour. Merci pour ce cadeau. Et celui-ci, j'ai 25 ans et je vis seule dans une ville où je ne connais personne. Vos vidéos me font me sentir moins seule. C'est comme avoir une grand-mère qui cuisine avec moi. Merci d'être ma famille. Famille. Ces inconnus, ces gens que je n'avais jamais rencontrés, devenaient ma famille. Ils célébraient mes succès, s'inquiétaient quand je postais une vidéo en retard, partageaient leurs propres histoires en retour. J'avais trouvé ma tribu. Non pas par le sang, le mariage ou le devoir, mais par l'amour. Le véritable amour. Celui qui vous voit clairement et vous choisit quand même. 6 mois après avoir quitté la maison de Pierre, mes vidéos comptaient 50 000 abonnés. Une petite entreprise m'a contacté pour sponsoriser une partie de mon contenu. Soudain, j'ai eu un petit revenu, suffisant pour vivre confortablement, acheter de meilleurs ingrédients et me sentir en sécurité dans mon petit appartement au-dessus de la boulangerie. Mais l'argent n'était pas le cadeau. Le cadeau, c'était d'être vu, d'être valorisé, d'être aimé pour ce que j'étais, pas pour ce que je savais faire. J'ai lancé un petit blog, partageant des anecdotes et des recettes. J'y ai écrit sur mon enfance, sur Henri,
sur les leçons que j'avais apprises sur l'amour, la perte et le courage de se choisir. Les gens ont répondu avec leurs propres histoires, leurs propres difficultés, leurs petites victoires. Je construisais quelque chose de beau. Pas seulement une présence en ligne, mais une communauté. Un lieu où les gens pourraient être vus, valorisés et aimés pour ce qu'ils étaient, pas pour ce qu'ils pouvaient apporter. Et puis Pierre m'a appelé. C'était un mardi soir, presque un an après mon départ. J'étais en train de monter une vidéo sur la fabrication du pain, les mains encore couvertes de farine après le tournage, quand mon téléphone a sonné. Maman? Sa voix était incertaine, plus faible que dans mes souvenirs. C'est Pierre. Mon cœur fit un bond, mais je parvins à garder une voix calme. Bonjour, Pierre. On s'inquiétait pour toi. Tu es parti si soudainement. J'ai laissé un mot. Oui, mais on ne savait pas où tu étais. On a essayé de t'appeler, mais ton ancien numéro était coupé. J'avais un nouveau téléphone, un nouveau numéro, une nouvelle vie. Mais je ne le lui ai pas dit. Je vais bien, Pierre. Je suis à Grandbourg, dans un petit appartement. Je suis heureux. Heureux? S'étonna Théil. Maman, tu as 70 ans. Tu ne peux pas vivre seule. Et s'il t'arrive quelque chose? Et si tu tombes malade? Je m'en occuperai. Mais tu n'es pas obligé de gérer ça tout seul. Tu as une famille. Tu nous as. Nous. Ce mot qui avait tout signifié pour moi me semblait désormais creux. Pierre, dis-je doucement, tu te souviens de ce que Sophie disait de moi? Du fait que j'étais quelqu'un qu'il fallait tolérer? Silence. Un long et pesant silence. Tu as entendu ça? Je l'ai entendu. Et elle n'avait pas tort, si? J'étais quelqu'un que tu gérais, quelqu'un dont tu prenais soin par devoir. Ce n'est pas la même chose qu'être aimé. Bien sûr qu'on t'aime, maman. Tu es notre mère. Non, Pierre. Tu aimes l'idée que je te fais. Tu aimes le rôle que j'ai joué, les services que je t'ai rendus. Mais tu ne m'as jamais vu. Tu n'as jamais vu Cora. Je ne comprends pas. Je sais que tu ne comprends pas. Et ce n'est pas grave. Mais j'ai appris quelque chose d'important cette année. Je n'ai pas besoin d'être utile pour avoir de la valeur. Je n'ai pas besoin d'être commode pour être aimé. Je mérite mieux que la tolérance. Alors tu ne reviens pas? J'ai regardé autour de moi dans mon petit appartement, les plantes sur le rebord de la fenêtre, les photos de mes tournages, la vie que j'avais construite de mes propres mains. J'ai pensé à mes abonnés, à ma communauté, aux gens qui ont choisi de passer du temps avec moi non pas par obligation, mais par envie. Non, Pierre. Je ne reviens pas. Je suis à la maison. J'écris ceci 6 mois après ce coup de fil. Ma chaîne compte désormais plus de 200 000 abonnés. J'ai publié un petit livre de cuisine, recettes de grand-mère Cora, et il se vend bien. J'ai assez d'argent pour vivre confortablement, voyager un peu, aider d'autres femmes de mon âge qui souhaitent lancer leur propre projet en ligne. Mais plus que ça, j'ai quelque chose que je n'avais jamais eu chez Pierre, j'ai un but qui vient de l'intérieur, et non de ce que les autres attendent de moi. Hier, j'ai pris une décision. Je suis allé chez l'avocat et j'ai rédigé un testament. Le peu d'argent que j'ai, le peu de succès que j'ai bâti, ne ira pas à mes enfants. Il ira à une fondation que Marie-Claire et moi créons pour aider les femmes plus âgées à démarrer leur propre entreprise, leur propre projet créatif, leur propre révolution. Laissons Pierre et Sophie hériter de la maison qu'ils aiment tant. Laissons-les se débrouiller sans personne à supporter. Mon héritage sera différent. Ce sont les femmes qui trouveront leur voie plus tard dans la vie, qui se choisiront quand d'autres ne les choisiront pas, qui bâtiront la beauté sur les cendres des attentes des autres. Ce matin, j'ai filmé une vidéo spéciale. Pas sur la cuisine, mais sur le courage. Sur la différence entre être utile et avoir de la valeur. Sur l'amour qui vous voit clairement et vous choisit quand même. Mes amis, ai-je dit à la caméra, ma voix ferme et forte, je veux vous dire quelque chose d'important. Vous n'êtes pas trop vieille pour recommencer. Vous n'êtes pas trop vieille pour vous choisir. Vous n'êtes pas trop vieille pour exiger un amour qui vous voit, qui vous célèbre, qui vous fait de la place non pas parce que vous êtes utile mais parce que vous êtes vous. Les commentaires ont afflué en quelques heures. Des femmes partageaient leurs propres histoires de mariages invisibles, d'enfants adultes qui les ont gérés plutôt que de les aimer, du courage qu'il a fallu pour se choisir.
Un commentaire m'a fait sourire. Grand-mère Cora, tu m'as sauvé la vie. J'ai 68 ans et je viens de quitter la maison de mon fils après 3 ans à être traitée comme une femme de ménage. J'ai peur, mais je suis libre. Merci de m'avoir montré que c'est possible. Un autre, j'ai 45 ans et je m'occupe de ma mère vieillissante. Vos vidéos me rappellent de la voir comme une personne, pas seulement comme quelqu'un qui a besoin d'être géré. Vous changez ma façon d'aimer. Merci. Et celui-ci, j'ai 23 ans et je vis loin de ma famille. Vos vidéos m'ont appris à quoi ressemble l'amour inconditionnel. Quand je serai vieille, je veux être comme toi, assez courageuse pour me choisir, assez généreuse pour aimer le monde quand même. Le monde. Oui, c'est ce que j'aime maintenant. Pas seulement les gens qu'il est facile d'aimer, pas seulement ceux qui m'aiment en retour, mais tout le monde beau, brisé et en difficulté. Je suis assise dans mon jardin maintenant, les mains tachées de terre, pas de liquide vaisselle. Les tomates arrivent magnifiquement cette saison. Je ferai une vidéo sur eux demain, sur la patience nécessaire pour faire pousser quelque chose de bon, sur la foi nécessaire pour planter des graines sans savoir exactement ce qui fleurira. La liberté sans la lavande et la pluie, le pain qui cuit et le café qui infuse. Elle a le goût des tomates cultivées dans votre propre jardin, des repas cuisinés pour ceux qui choisissent de les partager avec vous. J'ai 71 ans. Je ne suis ni la mère, ni l'épouse, ni la vieille dame utile. Je ne suis ni tolérée, ni gérée, ni commode. Je suis simplement, puissamment, irrévocablement Cora. Et pour la première fois de ma vie, cela suffit. Si cette histoire vous a touché, souvenez-vous, vous n'êtes pas trop vieux pour tout recommencer. Vous n'êtes pas trop vieux pour vous choisir. Vous n'êtes pas trop vieux pour exiger un amour qui vous voit clairement et vous choisit quand même. Le monde a besoin de votre voix, de votre histoire, de votre façon particulière de créer la beauté. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Merci de votre écoute. Merci de votre compréhension. Merci d'avoir choisi l'amour plutôt que la commodité, la vérité plutôt que le confort, le courage plutôt que la sécurité. À bientôt, mes amis. Cora.